Bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo avis lecture des mois de mars et d'avril 2024. Pourquoi je vous fais pas une vidéo mensuelle? Eh ben, je lis pas suffisamment de bouquins par mois, enfin j'en lis en moyenne. Alors attendez, j'ai mon carnet de lecture sous les yeux, donc on va s'en servir, hein, parce que de toute façon je vais m'en servir aujourd'hui. Je lis en moyenne de 2 à 5 bouquins par mois. Sauf quand c'est des mangas, effectivement je vais en lire un peu plus. Mais sinon c'est entre 2 et 5. Et je me dis, pour faire une vidéo avis lecture mensuelle, je lis pas suffisamment. Et puis surtout que je vais vous faire un bilan au bout de 6 mois, donc début juillet 2024. Ce qui va nous rapprocher d'Halloween, donc je serai beaucoup plus contente que ce que je ne suis aujourd'hui. Hein. J'ai beau avoir la pêche et être motivée de façon générale. C'est vrai que vu qu'on se rapproche d'Halloween, je vais me sentir encore mieux dans mes baskets. Même si mois de juillet, juillet-août, c'est les pires mois de l'année parce que c'est l'été et je déteste l'été. Donc voilà. Mais je serai quand même joyeuse parce que on se rapproche d'Halloween. Bref, c'était un petit aparté, aucun rapport. Mais du coup, c'est lors de cette vidéo des 6 mois. Donc début juillet par là, hein, j'ai pas la date exacte, mais de toute façon ce sera début juillet, quoi qu'il arrive. Je vais vous dire un petit peu combien de livres j'ai lu par mois. Je vais faire aussi un bilan de combien j'ai dépensé en 6 mois de bouquins. Donc pour vous rappeler pourquoi je fais ça, parce que quand je suis allée acheter la caméra avec laquelle je filme aujourd'hui, le vendeur d'appareils photo, pas dans la boutique dans laquelle j'ai acheté mais dans la boutique d'avant, on s'en fout mais bon c'est pas grave, m'avait dit que ah bah de toute façon quelqu'un qui est fan de lecture dépense, enfin le budget annuel ça va être 200 € quoi, ça va pas être, du tout être le budget de quelqu'un qui est fan de caméra qui va dépenser plus de 2000 € par an, et encore 2000 € je suis gentille. Et je me suis dit 200 € annuels pour s'acheter des bouquins, pour quelqu'un comme moi qui adore ça, c'est pas assez en fait. Effectivement, je viens déjà de les dépasser, donc voilà. Mais du coup, pour voir un petit peu quel est mon budget annuel, je vais vous faire une vidéo début juillet dans laquelle je vais vous dire combien de pages j'ai lu par mois, quel bouquin j'ai lu précisément, mais bon. C'est pour ça que je fais un avis lecture un petit peu global, parce que je me dis, déjà tous les bouquins que je vous présente aujourd'hui, c'est grosso modo le même style. Grosso modo, j'ai bien dit, hein. Il y a un seul bouquin qui est pas du tout dans le style que je vous présente aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et donc en majorité, j'ai lu de la Romantasy. Il y a 3 bouquins sur 5. Attendez, je vous présente 5 bouquins là. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Je vous présente 5 bouquins aujourd'hui. Et sur les 5, il y en a 3 qui sont de la Romantasy. Donc vous allez kiffer je pense. Parce que moi la Romantasy, c'est pas un genre que je lis énormément. Parce qu'il y a trop de spice en fait. Et les scènes spicy, je n'aime pas ça du tout. Moi j'aime les romances en slow burn. J'aime les romances toutes douces, toutes soft, alors qu'ils peuvent être intenses, oui, mais pas intenses physiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça me dérange, en fait. Je ne suis pas en manque. Je pense pas que ce soit lié, mais bon, au cas où, hein, je dis ça comme ça. C'est vrai que les romans spicy, c'est pas du tout ma came, mais pas du tout. Mais il y en a quand même aujourd'hui, mais c'est des bouquins ouais, bien sûr, je sais parler la France. C'est des bouquins qui n'ont pas de spice, ou alors très peu. Donc celles et ceux qui sont comme moi et qui n'aiment pas les romantasy spicy, n'hésitez pas à lire les bouquins que je vous présente aujourd'hui. Mais de manière générale, c'est quand même de la fantasy. Sauf un. Donc là, je vais vous présenter une des lectures de mars 2024 parce qu'en mars, il y avait les bouquins que je vous ai présentés dans la vidéo Cathy Cassidy. Parce que c'était que des Cathy Cassidy. Début d'année, c'est toujours ça, je sais pas pourquoi, mais bon. Du coup, le premier bouquin dont je vais vous parler, c'est La fille de la déesse de la lune. Ce livre-là, je l'ai reçu en cadeau. Alors, vous pouvez voir la couverture là, magnifique. Le résumé, voilà, magnifique. La tranche normale, le jaspage rose. Mais bon, rose, j'adore, donc il n'y a pas de problème. Et bon, avant de vous en parler, je vais vous lire le résumé. Donc, c'est un livre que j'ai eu pour... Comment ça s'appelait déjà? Le Secret Santa Bookstagram. Et donc j'ai fait un avis lecture. Tous les bouquins dont je vous parle aujourd'hui, j'ai déjà sorti l'avis lecture. Mais je profite des vidéos pour vous dire un petit peu plus en détail. Parce que c'est vrai que 2200 caractères précisément sur Instagram, c'est pas assez. Il y en a qui posent dans les commentaires. Moi je suis pas assez... Enfin comme je planifie, je peux pas me permettre de faire ça. Donc du coup, voilà, 2200 caractères. Je sais que je pourrais faire des slides aussi avec mon avis lecture dedans. Mais je me dis que faire une vidéo c'est quand même plus sympa, donc voilà. Donc celui-là je l'ai reçu au Secret Santa de Bookstagram. Et vous avez toutes les infos sur la booktubeuse et la bookstagrammeuse qui a inventé ça. La bookstagrammeuse qui me l'a envoyé du coup, donc c'était franchement super sympa de m'envoyer ça, sachant que la box que j'ai eue c'était un truc incroyable. J'ai fait un réel sur Instagram aussi, donc n'hésitez pas à aller le voir. Ou alors je l'ai mis dans une story à la une, je ne sais plus. Mais bon, je n'étais pas encore dans ma phase réelle en décembre. Donc le résumé, donc c'est de Swellington et c'est aux éditions Stardust.
Xingyin est la fille de la gardienne de la lune, captive de sa mission impériale depuis qu'elle a volé un élixir d'immortalité qui lui était interdit. La jeune fille a donc grandi dans la solitude et le secret, son existence ne doit arriver aux oreilles de l'empereur céleste sous aucun prétexte, jusqu'au jour où ses pouvoirs magiques la trahissent. Elle est alors contrainte de fuir la lune, laissant sa mère derrière elle, se promettant de revenir la sauver dès qu'elle le pourra. Elle rejoint le royaume céleste où elle rencontre le fils de l'empereur qui la forme au tir à l'arc. Une étrange force magnétique semble la pousser vers le jeune homme, prince et donc fils de son ennemi. Mais Xingyin ne peut pas perdre des yeux sa mission. Elle décide de rejoindre l'armée céleste auprès du mystérieux et imprévisible capitaine Wenzi. Au cours de sa quête, entre terre et cieux, pour sauver l'honneur de sa famille, Xingyin croisera créatures légendaires et ennemis machiavéliques et parfois insoupçonnés. Donc c'est le Royaume Céleste tome 1, et bien je dois vous dire que dans le résumé, il y a à peu près tout le bouquin qui est résumé parce qu'il se passe pas grand chose. Donc je me permets d'utiliser en pense-bête un petit peu, en note un petit peu triche, l'avis lecture que j'ai sorti sur Instagram. Je ne vais pas vous le relire, je vais juste m'en servir pour me rappeler des points clés de mon avis lecture parce que j'ai pas mal de choses à dire. Oh, Rings of Power! Oh my god! Oh, Rings of Power saison 2, le teaser demain! Ah! Ok. Oh, je vais pleurer. Aucun rapport. Mais bon. Du coup, c'est effectivement comme beaucoup la première fantasy asiatique que je lis. Alors au début, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans parce que bah c'est comme ça, il y a des bouquins dans lesquels vous allez immédiatement être plongé dans l'univers, non pas uniquement par les descriptions mais juste par la manière d'écrire, le style littéraire, etc. Et là, la narration et tout, et là je peux vous dire que c'était un peu compliqué parce que il y avait beaucoup de lyrisme en fait. C'était très poétique, c'était très poésie asiatique, tout, genre on sort la petite flûte traversière et puis voilà quoi. Bah c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal, parce que parfois je comprenais pas de quoi il était question, j'étais en mode c'est de la poésie ou alors c'est la réalité, enfin genre je comprenais pas. Il y avait beaucoup de métaphores, beaucoup d'images qui faisaient que bah j'avais du mal à comprendre tout simplement. Moi si c'est pas obvious ou alors suffisamment bien explicite pour que je puisse comprendre de quoi il est question, là je vous avoue que... exemple tout bête, les interlocuteurs au début je ne savais pas qui c'était, je ne savais pas de qui elle parlait et à qui elle parlait, parce que c'était tellement oh là 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 là, voluptueux, tout en images, tout en poésie machin, que du coup j'étais en mode tu parles à qui là? Enfin bon. Ce qui n'aide pas aussi avec la poésie très lyrique, c'est l'ensemble de descriptions qui font partie justement de toutes ces images là qui ont été utilisées. Beaucoup de descriptions, beaucoup de décors, beaucoup de... alors qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, des sauts temporels aussi, des sauts temporels. C'est-à-dire que au début, elle travaille dans je ne sais plus quelle maison quand elle arrive sur Terre, là, quand elle descend de la Lune. Enfin, quand elle fuit, grosso modo. Elle arrive dans une maison et en fait on te dit d'un coup que bah ça fait 6 mois qu'elle travaille là. Et toi t'es là en mode bah elle est arrivée la page d'avant en fait. Donc il y a beaucoup de sauts temporels qui font que tu sais pas bien où tu te situes et surtout tu ne sais pas pourquoi ça a été mis là en fait. Tu peux très simplement dire en une ligne, bah voilà elle a travaillé dans telle maison noble et puis après elle est arrivée au royaume céleste, voilà comment elle a été remarquée, etc. Mais sinon, non elle arrive pas sur Terre, elle est où déjà? Ouais je sais même plus. Et en fait c'est compliqué, je comprends pas bien de quoi il est question, du temps, de machin, enfin la temporalité c'est quelque chose d'extrêmement compliqué dans ce bouquin là et j'ai pas trop kiffé. Alors en ce qui concerne la romance, donc c'est extrêmement lent, mais surtout que c'est extrêmement... enfin c'est ma façon de dire les choses, je suis très cash, c'est extrêmement cucu et nunuche. Parce que ils sont très doux, ils ont tous les plus beaux sentiments du monde, ça y est direct il est amoureux d'elle, il est super gentil, il est super machin. Alors c'est vrai que là c'est l'inverse complet du bad boy. Moi les bad boys j'aime pas ça non plus parce que c'est le rebelle qui fait que des conneries et forcément le personnage principal va tomber amoureux de lui. Non, c'est pas possible, donc il faut un entre-deux, il faut quelqu'un qui ait des forces mais aussi beaucoup de faiblesses. Et c'est ce qui fait que, bah, je vous l'ai dit dans mes podcasts, j'adore les humains justement pour ça, pour toutes les faiblesses qu'ils ont et pour la façon dont nous avons de transformer ces faiblesses en force. Et pour moi c'est ça un vrai book boyfriend, si je peux appeler ça comme ça. C'est par exemple Alexander Queen dans la trilogie de... alors elle est où? Elle est juste au-dessus, la trilogie de la couleur du mensonge. Alexander Queen, il est formidable ce mec, il est top, il est vraiment mais trop bien. Et par exemple tout le monde dit ouais Rhysand dans ACOTAR, non pour moi c'est Tamlin en fait. Mais c'est vrai que Tamlin, bon il enferme Fer dans son château, de son je me souviens, mais c'est pour la protéger et elle tout de suite ah ouais moi je suis trop une badass, j'ai pas besoin qu'un homme me protège, genre Toi t'es là tu fais ok chérie, y a pas de problème à se faire protéger par un homme, moi justement c'est ça que j'aime bien.
c'est avoir un homme suffisamment grand et costaud pour me protéger. Mon fiancé est comme ça, je me sens très bien du coup. Et moi je suis pas la petite créature sans défense, mais juste je me sens bien quoi. En tant que femme, je me sens vraiment super bien. Et c'est vrai que le fait d'avoir soit des bonhommes qui sont complètement bad boy ou alors des petites fleurs, ils ont plus rien de masculin. Je vous avoue que bon, là c'est ce qui s'est passé du coup avec Li Wei. C'est un... Ouais, il est plus féminin qu'autre chose en fait, donc du coup le côté masculin de lui qui fait que j'aime bien la romance habituellement, qui me fait dire que bah, c'est un homme, un vrai, il est viril et tout, mais pas trop non plus, je l'ai pas vu en lui, hein, clairement pas. Donc après Xingyin, c'est un personnage féminin que j'ai beaucoup aimé parce qu'elle est pas badass, elle est pas faible non plus, elle est entre les deux. Et c'est ça justement que je reproche à la plupart des romans de Tessie aujourd'hui, c'est que le personnage féminin, c'est une warrior qui a besoin de personne quoi. Et du coup t'es là en mode ouais bah non, on a toujours besoin d'aide, on a toujours besoin d'être entouré des bonnes personnes. Même si t'es entouré par une ou deux personnes, bah c'est suffisant. Et j'avoue que ce fait que beaucoup d'auteurs écrivent des héroïnes trop badass, trop... elles prennent la place de l'homme en fait. Et du coup je me dis bah pour moi, mais c'est comme dans la société aussi, il faut qu'il y ait un équilibre. C'est pas les filles ou les hommes sont mieux que les autres et vice versa. On s'équilibre les uns les autres. Et dans une romance, pour moi, je veux et je dois retrouver cet équilibre. Parce que si la fille prend plus de place que le gars, et c'est ce dont je vais vous parler dans la romance Tessie suivante, celle d'après, non c'est celle encore après, bon c'est le troisième bouquin dont je vais vous parler aujourd'hui, effectivement la fille prend beaucoup trop de place par rapport au garçon, et du coup le garçon il est à ses pieds, il est à genoux. Bon là c'est pas ça, il est juste inexistant. Bon je trouve, Li Wei il est un petit peu inexistant mais bon. C'est un ascenseur émotionnel parce que parfois je me dis ah ouais vas-y c'est trop bien, et en fait 2 pages après je vais me dire bon tu peux arrêter avec les descriptions s'il te plaît parce que j'en peux plus en fait. Enfin voilà, c'était vraiment c'est trop bien, c'est de la merde, c'est trop bien. Enfin voilà. Après quand le capitaine Wenzi arrive, je vous avoue que j'étais en mode vas-y, that's my man, c'est trop cool. Et en fait bah non, parce que il y a des passages. C'est pour ça que je vous dis ascenseur émotionnel, parce que quand Wenzi va arriver dans le bouquin, je vais être en mode ouais vas-y c'est trop bien, c'est un personnage hyper intéressant, ça me redonne envie de lire, ça me redonne un petit peu de punch à l'histoire et tout. Et en fait, eh ben t'as des descriptions qui sont longues, t'as des dialogues qui sont inutiles, t'as des passages qui sont répétitifs. Moi j'ai mis redondant, moi c'est ça en fait, c'est un synonyme. Et donc au final j'ai eu l'impression qu'il y avait un petit peu un triangle amoureux, mais je savais pas trop dans quel sens. Je sais pas trop, parce que en fait Xingyin elle est amoureuse de Li Wei, en même temps Li Wei tu sais pas trop, Wenzi tu sais pas trop, enfin bon après moi je suis peut-être une quiche et du coup j'ai pas compris, je sais pas hein. Il y en a qui sont plus habitués aux romances que moi, donc du coup je pense que c'est peut-être très explicite pour vous la façon dont... bah oui mais c'est évident qu'elle est amoureuse de machin et que lui est amoureux d'elle et machin, bon. Donc voilà. Après c'est vrai que de là à nous sortir qu'elle aurait des sentiments, ah ouais alors ça c'est vrai, j'avais mis ça dans mon article Instagram. Elle dit tout le temps qu'elle est amoureuse de Li Wei, qu'elle est à fond, que machin, qu'elle est déçue, que truc, ok. C'est pour ça que je vous dis que c'est slow burn, avec des retournements de situation un petit peu... Enfin, retournements de situation. Et en fait, la plupart du temps, je me dis, mais t'es vraiment amoureuse? C'est pas parce que tu le dis que tu l'es, en fait. Enfin, je ressentais pas cette connexion qu'elle ressentait elle-même envers Li Wei. Au début, quand il se rend compte, quand elle vit dans le palais, etc., comme c'est marqué dans le résumé, c'est pas un spoil. Je vous fais aucun spoil dans cette vidéo. C'est dit dans le résumé, hein, c'est juste mon avis plus en détail là-dessus. Je vous avoue que je ne ressentais pas la connexion de comment elle s'appelle, Xingyin envers Li Wei. Je ne me sentais pas... Et pareil envers Wenzi, même si... En fait, ce qui m'a le plus dérangé, c'est ses sentiments envers Wenzi. Les sentiments envers Li Wei, elle le dit, elle le ressent, etc. au début. Mais quand l'histoire change et qu'il y a Wenzi qui arrive et que du coup elle part parce qu'elle va au front, etc. Enfin, elle va au front. Elle s'engage dans l'armée et tout. Bah Li Wei, il est en mode touk. Et puis après, t'as Wenzi qui fait hi, it's me bitches, moi. Et bah là du coup j'ai encore moins senti l'implication de Xingyin envers Wenzi. Donc son implication amoureuse dans la romance, bon. Après tous les éléments fantasy, et ça je le mets dans le... Moi je l'ai sous les yeux, hein. Tous les éléments qui auraient pu être originaux et intéressants sont sautés ou absents. Par exemple, à un moment donné ils vont dans les îles, alors je crois que c'est le peuple de l'eau ou les esprits de l'eau, je sais pas quoi. Et en fait je me suis dit... On va aller sous l'eau, on va voir des sirènes, on va voir des créatures aquatiques, on va voir un petit peu, on va voir des poulpes, je sais pas, des trucs un petit peu... ou alors des créatures sous-marines qui sont dans le folklore asiatique et dont je n'ai jamais entendu parler, et bah non. Bah non en fait. Et j'étais en mode... ok, bon. En fait les ondins, comme ils le disent, c'est juste des personnages classiques mais habillés différemment quoi.
avec du corail sur la tête et puis c'est tout quoi, je veux dire, c'est pas parce que je me mets un coquillage sur le crâne que ça y est je suis une ondine, enfin je veux dire, enfin bon, voilà. Et j'ai eu l'impression, mais ça il y en a beaucoup qui l'ont dit dans leurs avis et je suis complètement d'accord avec eux, on a l'impression que tout le bouquin c'est une succession de quêtes qui sont données à Xingin par des PNJ. Donc ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo, les PNJ ce sont des personnages non joueurs ou des NPC, donc non ou not playable characters. Donc en gros c'est des petits personnages dans le jeu qui sont des IA, enfin des IA pas forcément, enfin bref des programmes quoi, qui vont vous dire bah voilà, moi j'ai besoin de 5 caca de mammouth, va me chercher les 5 caca de mammouth. Sur le côté de ton écran t'en as récolté 3 sur 5 et puis à la fin ça fait c'est bon, tu peux aller rendre la quête. Voilà, bah, j'avais l'impression que le bouquin c'était que ça tout le temps. Donc du coup, il y a des mobs à buter, et puis quand elle le bute, et bah hop, on saute, on passe à un autre chapitre, et puis saut temporel, et du coup t'es là en mode... Ok, c'est pas grave. Donc effectivement, le plot twist, il y en a un. Alors je dis effectivement parce que dans la romantécie, j'attends toujours un plot twist, moi. Je sais pas pour vous, mais s'il n'y a pas un cliffhanger à la fin du tome 1 ou un plot twist à un moment donné, c'est un fail pour moi. Enfin ça dépend comment est l'histoire. Mais s'il n'y a pas de plot twist ou de cliffhanger, je vous avoue être très déçue. Là, il y en a un, je m'y attendais pas, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, en mode... tu sais pas pourquoi c'est là, mais c'est là, en mode ça pose les 2 pieds dans le plat, puis c'est bon quoi. Et t'es là en mode bon, d'accord. Donc c'est une brique épaisse, mais vide. Ça c'est vrai, j'ai été déçue du coup. Même si l'ambiance générale, c'est quelque chose que j'avais jamais lu avant, bah fantasy asiatique. Donc c'est intéressant comme tout à lire comme univers, c'est très intéressant à découvrir. Mais peut-être pas avec celui-là du coup. Je pense qu'il y a des bouquins de fantasy asiatique qui sont beaucoup plus intéressants. Si vous en connaissez, que vous avez beaucoup aimé, n'hésitez pas à me le dire. Alors je sais que pour La fille de la déesse de la lune, il y a un tome 2. Est-ce que je vais lire Of course not? Pas du tout. Parce que bah, il se suffit à lui seul. Mais bon, c'est pas grave. La lecture suivante, c'est Babel de R.F. Kuang. Donc c'était cette édition-là aux éditions de Saxus. Je l'ai eu à 33 balles. Mais bon, il vaut le coup parce que bon, je vous l'ai montré dans un réel. Voilà. Non, pas du tout, c'est pas ça. Ok. Ah là là. Alors, moi, je vais vous expliquer plus en détail, je pense, parce que je vais pas commencer dès maintenant. Du coup, le bouquin derrière, c'est ça. Le côté magnifique, voilà, tac tac, voilà. Je vous l'ai montré dans un haul de toute façon. Donc pour le résumer, 1828, un jeune orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut Royal de Traduction de l'Université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. J'ai des frissons en lisant le résumé. J'ai des frissons sur les bras. Je suis en mode... Oh, oh là là. Berceau de l'argentogravure, les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide des barres d'argent enchantées. Ok. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin, ou Robin, prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution? Donc prix Nebula 2023, British Book Award du meilleur roman de fiction 2023, prix Locus du meilleur roman de... Alors, comment vous dire, c'est une sacrée bricasse, parce que le bouquin fait genre 800 pages, à peu près. Et en fait, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une excellente lecture. Mais vraiment. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été paumés, parce qu'il y a beaucoup de traductologie. Alors la traductologie, c'est pas de la traduction pratique, c'est la théorie de la traduction. C'est comme la phonétique et la phonologie. La phonétique, c'est la théorie de la prononciation de la phonologie, du coup de la façon dont vous allez utiliser les graphèmes, les morphèmes et leur prononciation. Et la phonologie, c'est le côté pratique, donc les exercices. C'est pour ça que moi, quand j'ai fait mes études d'anglais, la phonétique, c'était... pas un cours magistral, mais c'était un cours assis où on prend des notes et on note la théorie, les leçons. Et puis la phonologie, c'était un TD, donc chacun un casque sur la tête, t'écoutes des trucs, tu répètes, etc. Et là, c'est de la traductologie à l'état pur, de la philologie notamment, surtout. Enfin, la linguistique, si vous voulez que je fasse très bref, j'adore, c'est ma passion, j'ai le cœur qui palpite. C'est divisé de plein de domaines différents. Et la philologie, en fait, c'est toute la philosophie et la psychologie derrière les langues. Et c'est vrai que comme j'ai fait moi-même de la traductologie pendant mes études, j'ai pas eu de mal à comprendre en fait. La question du sens
Oh là là, il y a tellement de citations dans ce bouquin, c'est un truc de fou. Et quand on voit la tête de l'auteur, je peux vous dire qu'elle est tellement kiki. On se dit, elle vient de finir ses études, bah c'est le cas je crois. C'est sa thèse, Babel je crois que c'est sa thèse. C'est incroyable, franchement. Et je suis tombée dessus par hasard, parce que j'en ai entendu parler, oui, forcément. Mais, comme je participe jamais à la hype, eh ben, je laisse un petit peu retomber avant de me replonger dessus. Et il y a quelque chose qui ne ment jamais, c'est que quand il y a beaucoup de hype pour un bouquin, mais que cette hype, elle retombe à un moment donné, je me dis, c'est là que je vais lire le bouquin. Et effectivement, j'ai lu Babel au moment où la hype était... Enfin, il y a toujours de la hype autour du roman, mais elle était un petit peu retombée. Et la découverte a été formidable en fait. Alors c'est vrai que... il n'y a pas forcément de trigger warning. Enfin moi en tout cas, la violence, tout ce qui est le colonialisme, pardon, j'ai pas forcément de problème avec ça. Enfin je trouve que bien évidemment c'est choquant. Mais le fait est que c'est l'histoire en fait. Donc pour comprendre qui nous sommes en tant qu'humains aujourd'hui, et en tant que membres d'une société, il faut savoir d'où nous venons et ce par quoi nous sommes passés. Je dis nous parce que ce sont nos ancêtres, nos familles, nos concitoyens, les gens qui vivent dans le même pays que nous, dans les pays voisins, dans le monde entier. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, on en vienne à se dire que l'esclavage c'est interdit, que le colonialisme c'est interdit. Voilà, je dis mais bon, voilà, je fais exprès. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes tels que nous sommes aujourd'hui, les lois qui passent, pourquoi on prend des décisions qui sont complètement à l'inverse du passé, qu'est-ce qui s'est passé, les éléments déclencheurs de plein de trucs, mais il y a des événements historiques qui font qu'aujourd'hui nous sommes de telle sorte, alors que si les événements ne s'étaient pas passés comme ça, on serait autrement. C'est pas que ça serait mieux, c'est pas que ça serait moins bien, c'est juste que ce serait différent, c'est une possibilité de vie et de société différente. Et le fait de lire un petit peu plus sur le colonialisme britannique, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait des réflexions très racistes qui étaient choquantes, forcément c'est du racisme en même temps, donc ça ne peut pas ne pas être choquant, c'est forcément choquant le racisme. Moi je comprends pas, mais bon ok. Après tout, voilà, il y a toujours des cons partout, hein, donc bon là c'est des ordures clairement. Mais du coup j'ai pu vraiment lire ce roman comme si j'y étais en fait, et je me disais... Oh, mais il y a des trucs, mais c'est genre choquant. Mais c'est pas choquant en mode ah non mais c'est quoi cette merde, oh là là, non je veux pas lire, je veux pas savoir. Non, parce que c'est le passé de la société en fait. C'est ce par quoi nous sommes passés pour en arriver là aujourd'hui. Et c'est pour ça que le roman je le trouve formidable, parce qu'il dépeint une réalité sans donner d'avis en fait. C'est-à-dire que le roman arrive à rester neutre. C'est au lecteur, c'est tellement puissant que c'est au lecteur de se faire un avis et de décider ce qui est bon ou pas. Parce que Robin Swift, et j'adore ce personnage, mais il est incroyable, il est dévoué à 2000% à ce qu'il aime, et en fait, c'est un personnage qui est tout en gris, en fait. C'est pas il est tout blanc, il est tout noir, c'est pas il est extrêmement bon, il est extrêmement mauvais, il est les deux. Il a des faiblesses et des forces, il les montre tout au long du bouquin. C'est waouh, 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 waouh. Et c'est vrai qu'en voyant le bouquin, je m'attendais à du grandiose, parce que tout ce qui est linguistique et Oxford, ça a toujours été mon rêve de faire ma thèse à Oxford. Je ne l'ai pas fait parce que 25 000 € l'année. Voilà, surtout quand t'es étranger c'est encore plus cher, donc voilà, ça doit être 10 000 de plus que les anglais il me semble, mais c'est quand même très cher. Alors le bouquin est divisé en 5 parties, et l'auteur elle a dit volontairement que c'était livre 1, livre 2, etc. Donc le premier, c'est l'arrivée de Robin à Oxford, on pose le décor, l'université n'est ni bonne ni mauvaise dans ses intentions. Ça, c'est ce que je vous ai dit, tout le long c'est comme ça. Tu choisis ton camp et advienne que pourra. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que Robin au début, il se dit, il a quand même été enlevé de sa ville natale, Canton, mais il était en train de mourir à cause de la peste, ou je sais plus exactement quelle maladie c'était. Il était en train de mourir, toute sa famille a été décimée par une maladie. Donc s'il était resté en Chine, sur son territoire, dans son pays à lui, il serait mort. Donc au final, l'anglais, il le voit comme salvateur parce qu'il l'a sauvé d'une maladie et d'une mort certaine pour l'emmener et lui a payé toutes ses études. Enfin, il a eu un monde doré, une vie rêvée offerte par un anglais. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est très fort la façon dont c'est décrit dans le bouquin, parce que quand vous voyez le colonialisme à travers les yeux de Robin au début, vous vous dites, ben... Au final, ils sont venus sauver des peuples. Mais quand on arrive à la 4e partie, je crois que c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. La 3e partie, ça commence à foutre un petit peu le bordel partout. La 4e partie, tu te dis, ouais, mais non, en fait. Parce que tu vois la face émerger de l'iceberg, et 4e partie, là, tu te dis que c'est pas possible, en fait.
Et il n'y a pas de spoiler, encore une fois. Je vous avoue que même en ayant fait des études de langue, j'avais besoin de relire certains passages parce que quand vous lisez ce bouquin, dites-vous bien que vous devez être concentré dessus à 2000%, sinon c'est pas possible en fait. Sinon vous allez lire mais sans comprendre, alors que je vous dis, si vous voulez lire Babel, faut lire et comprendre. Donc la difficulté c'est de savoir faire la différence entre ce qui est vraiment important et ce qui est juste du détail pour te mettre dans l'ambiance en fait. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué. Dans la quatrième partie, il y a tout qui explose, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sous-entendus, politiques notamment, moi je comprends pas, parce que la politique je suis une quiche, j'aime pas ça, donc j'aime pas ça parce que ça divise les gens. Par contre, les meilleures discussions politiques, les plus intéressantes que j'ai eues, c'est avec des gens qui ne pensent pas comme moi, mais qui sont suffisamment matures et ouverts pour avoir une discussion avec moi là-dessus, et ça j'adore. Parce que il y a des gens qui ont des avis complètement contraires aux miens. Et au lycée, je me souviens, j'étais en première ou terminale, non première, et j'avais eu une discussion avec des secondes qui savaient vraiment, elles s'impliquaient vraiment en politique et tout machin, et j'ai eu les meilleures discussions de ma vie, alors que c'était complètement opposé de ce que je pense. Mais c'était super, et on est resté copines très longtemps avec elles, parce que elles étaient deux je crois avec qui j'avais discuté à ce moment-là, et c'était passionnant parce que justement, elles me montraient des arguments qui faisaient que politiquement elles étaient de tel côté, et moi j'étais en mode ouais bah ouais en fait. C'est pas pour autant que j'ai adhéré à ce qu'elles disaient, mais j'ai trouvé ça passionnant. Et aujourd'hui c'est rare d'avoir des gens avec qui tu peux parler, pas forcément de façon neutre, mais qui ne vont pas se sentir outrés ou agressés parce que tu penses différemment d'eux. Moi je trouve que quelqu'un qui pense différemment de moi, c'est hyper enrichissant en fait. Enfin bon, c'est mon avis. Il y a beaucoup de noms qui sont évoqués, qui sont un petit peu noyés, des personnages que je pensais n'être pas si importants que ça. Au final on les cite 500 pages après, je suis en mode merde c'est qui? Je me souviens plus. Parfois j'ai du mal à saisir, mais c'est pas très grave. Tant que tu comprends la ligne principale, c'est bon. Cette épopée de fou furieux. Je suis ébranlée, partagée. Ouais, j'avoue que... C'est pour ça que j'avais des frissons quand je vous ai lu le résumé, j'étais en mode... Oh là là, la fin ne me satisfait pas complètement. Parce que trop réaliste. Je vous dis pas ce qui se passe, mais c'est vrai que ça fait pas rêver. Clairement. C'est beau, c'est fort, ça fait trembler, c'est monumental, c'est un ascenseur émotionnel parce que... C'est pas un ascenseur émotionnel en mode à un moment donné tu t'ennuies, c'est trop bien, cliffhanger, plot twist, ah tu sais pas trop, non c'est pas ça. C'est ascenseur émotionnel parce que tu ne sais plus quoi penser en fait. C'est tellement fort d'écrire un bouquin et d'être capable de faire en sorte que le lecteur ne sache plus quoi penser. C'est un truc de ouf, franchement, parce que toi-même tu remets en question quand tu te dis ouais Oxford c'est trop bien, l'université, oh je kifferais être à la place de Robin, etc. Petit à petit tu vois que damn, non c'est pas possible. Et ben rien que ça, c'est ça l'ascenseur émotionnel dont je vous parle. Entre révolution industrielle, j'adore la révolution industrielle, et le colonialisme, bon ça j'avoue que c'est un petit peu violent donc vous n'avez jamais vu la société à travers ces regards là. Ça, oh je suis contente d'avoir écrit ça, je m'en rappellerai encore longtemps, parce que c'est vrai que aujourd'hui, et c'est ce que je reproche aux médias de manière générale, c'est que on vous donne toujours un point de vue et c'est jamais neutre en fait. Donc du coup pour avoir le point de vue inverse, on va te dire que t'es dangereux ou que t'adores la polémique ou des choses comme ça, alors que non, t'as juste envie d'avoir tous les points de vue différents pour ensuite te faire ton avis. Mais les gens comprennent pas, donc bon, c'est pas grave. Et là, j'avais posté une citation la semaine d'avant. C'est exactement ce qu'est la traduction, je crois. Tout ce qu'est la parole, écouter l'autre et tenter de dépasser ses propres préjugés pour entrevoir ce qu'il cherche à dire. J'adore, j'adore. Votre âme s'élève. Bon après, en dessous, si vous voulez, je l'ai mis en anglais. Et c'est monumental en fait, c'est formidable un truc pareil. Mais bon, ok. Maintenant, on va passer à une duologie de romans, enfin une duologie. Que je vous explique. Non, vous le voyez pas. Le tome 1, il est juste en dessous là, mais là, genre là. Donc vous le voyez pas. Mais j'ai décidé de relire le tome 2 avant de lire le tome 3. Parce que je m'en souvenais plus, tout simplement. Et comme le 1, je m'en souvenais très bien, je me suis dit, c'est quoi, c'est pas grave. Et j'ai pu quand même réussir à tenir la route et à comprendre un petit peu de quoi il est question. Ce dont je vous parle, c'est ça, donc je vais vous le mettre là. Tadam. Donc c'est la plus tendre, c'est le 3 ça? Ouais, c'est le 3. Commence par le début, s'il te plaît. Donc ça, c'est le tome 2. Donc le plus cruel des pardons, c'est de la trilogie Le plus doux des poisons de Nathalie Mahé chez Big Bang. Le titre à rallonge, merci.
Et ça c'est le tome 3 du coup. Tome 3, voilà. Et c'est la plus tendre des trahisons. Donc je vais pas vous lire le résumé du tome 3. Donc ça c'est le tome 1, donc c'est le plus doux des poisons. Avec peut-être les petites lettres qui se sont enlevées, je l'ai bien lu celui-là. Alors, à 16 ans, Zaru a toujours rêvé de quitter sa petite ville natale. Malheureusement, dans un monde régi par la magie, la jeune fille n'en possède qu'une forme très simple, celle de communiquer avec les animaux, qui la condamne à travailler dans les écuries de son père. Alors que le roi relance une tradition ancestrale et une course à travers le désert entre ses héritiers, dont le vainqueur accédera au trône au prix d'un sacrifice humain, un somptueux banquet est organisé au palais. Zaru saisit sa chance de s'y inviter, mais l'innocente escapade tourne à l'erreur fatale. Car la jeune fille attire l'attention des deux princes et se retrouve au cœur de leur rivalité venimeuse. Sa seule chance d'y survivre va être de tenter d'adoucir les individus les plus dangereux du monde. Bon, je suis désolée, il y a beaucoup de cuts, il y a beaucoup de petites transitions un petit peu comme ça, parce que je tousse, je renifle, j'ai été malade la semaine dernière et je vous avoue qu'il y a encore des restes là dans la gorge, donc c'est compliqué. Donc voilà pour le résumé, je vous ai pas fait mon résumé que je vous avais fait dans le haul, je m'étais éclatée à le faire parce que franchement on aurait dit que j'étais bourrée, alors que c'est pas du tout le cas. Donc, mon avis sur le tome 2, donc le plus cruel des pardons, je vous ai quand même ressorti un avis lecture. J'avais sorti un avis lecture il y a quelques années déjà, l'année dernière, non, 2022, il me semble. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est de voir l'évolution de mon avis entre la première lecture et la première relecture du coup. Au début, j'étais pas du tout fan de Jet. Donc c'est un des deux princes, vous avez Casta et Jet. Casta c'est le méchant, Jet c'est le gentil. Je vous résume ça sans vous spoiler, c'est comme ça que c'est montré dans le 1 en tout cas. Et je vous avoue que Jet au début il me faisait pitié, genre je l'aimais pas trop et tout. Et en fait, quand j'ai relu le bouquin, je me suis dit mais Jet il est trop bien, je l'aime trop, mais vraiment il est trop cool en fait. Et alors que là c'est l'inverse, Casta il me laisse vraiment mitigée, j'étais en mode... Mais le 2... était très très bien. Mais vraiment, le 2 était trop bien. Alors que le 3... Alors attendez, qu'est-ce que je dis dans le 2? Elle est immature, têtue, bornée, fermée d'esprit, elle rejette toute forme de sensibilité ou hypothèse qu'elle puisse se tromper. La magie est très présente, bon ça c'est sûr. C'est un univers de romantasy. La magie est ultra présente et on se sent vraiment dans l'univers et c'est très original. Ça fait un petit peu conte des mille et une nuits dans l'ambiance. Et parce que c'est dans le désert, c'est dans un pays... je dirais Moyen-Orient, Proche-Orient, je sais pas trop. J'y suis jamais allée donc je peux pas vous dire, mais en tout cas de ce que je vois sur les photos, ça doit être ça. et ouais, j'avoue que... Ou la Perse peut-être? Je sais pas. Donc effectivement, la magie est très présente, l'ambiance est très sympa, on est vraiment dépaysé, c'est très original. Je suis complètement accro, l'histoire elle est magique, le slow burn j'adore, il n'y a pas de trigger, c'est sûr que le 2 c'était un coup de cœur monumental. Par contre, et c'est ce que j'ai vu du coup encore dans le tome 3, c'est que le rapport de force entre Zaru et Casta, je l'ai trouvé malsain. C'est ce que je vous disais au début de cette vidéo, quand je vous parlais de personnages féminins qui sont trop badass et qui écrasent complètement l'homme, en fait. Et moi, je suis pas pour ça du tout. Je suis pour l'équilibre des forces, l'équilibre. Dans un couple, enfin c'est comme ça que je le vis en tout cas, une femme est pas plus importante que l'homme et l'homme est pas plus important que la femme. C'est un équilibre. Un rapport complètement normal. Toi t'as tes trucs à faire, moi j'ai mes trucs, on s'accorde, on est ensemble, on est bien et voilà, un équilibre en fait. Et là, c'est quoi ce bruit? Ah non, c'est ma machine à laver, pardon. J'entendais un gros bruit en mode... Non, non, c'est ma machine à laver qui est en train de tourner pour essorer le linge, voilà, excusez-moi. Et c'est vrai que le tome 3, je l'ai trouvé très instable aussi parce que... Bah je vous dis, en fait j'étais malaisée tout du long par... Malaisé, ça se dit? Ouais, je crois. Par le rapport de force hyper malsain entre Karu et Zasta. Non, Zaru et Casta. Je me disais, mais le mec il se met à ses pieds. Genre, enfin, il se met à ses pieds. Je veux pas vous spoil, hein, mais j'ai trouvé ça vraiment... Après, il y a des références sous-entendues qui font référence au tome 2. Sous-entendues. C'est comme en mode... Je sais pas si vous avez vu la série Pretty Little Liars, mais dans beaucoup d'épisodes... Les filles, elles disent the Jenna thing. Jenna thing. Donc en gros, le truc qui s'est passé avec Jenna, eh ben, elles disent que c'est le Jenna thing. Dans ma tête, je vois à quoi elles font référence. Mais si t'es pas très concentré ou t'es comme moi et il y a tellement de trucs que tu sais pas quoi retenir, t'es en mode, c'est quoi déjà? What is the Jenna thing, please? I don't remember. Enfin, tu vois, t'es en mode, tu peux répéter la consigne, s'il te plaît, je m'en souviens plus. D'où l'importance de mettre la consigne au tableau. Et bah là c'est pas le cas. Donc du coup t'es un peu en mode ok.
J'avoue que j'ai eu du mal à donner un avis vraiment arrêté sur la chose, mais là, vraiment à froid, parce que ça fait beaucoup de semaines que je l'ai lu. C'était le mois dernier, tout simplement. Hein. Beaucoup de semaines, ouais, ça fait peut-être un mois et demi, ouais. Et ben, je peux vous dire que maintenant, je sais qu'effectivement, la romance est très malaisante. Enfin, la romance. C'est pas la romance, c'est le manque d'équilibre entre elle et lui, quoi. C'est un manque d'équilibre de ouf. Il y a du chantage, de la manipulation. J'ai même vu un retour à l'esclavage dans la romance, ça pue. Mais comme c'est la femme qui est maître de tout, est-ce que c'est normalisé? Non, ça devrait pas en fait. L'esclavage, que ce soit un homme sur une femme sur un homme, une femme sur une femme, un homme sur un... Non! C'est pas possible! Non, non! Moi j'ai été trigger de ouf par ça. Non, c'est pas possible. Donc, ce qui est vrai aussi, c'est que j'ai pas shippé les bonnes personnes. Mais en même temps, c'est de la romantasy, donc tu vois venir. Dès que tu lis le résumé du tome 1, non, parce qu'ils sont pas nommés les frères, mais dès que tu lis un petit peu le tome 1, tu vois comment ça se passe, etc., tu sais que la romance, elle va terminer entre... Enfin, le tome 3 ou le tome je sais pas combien, ça va terminer entre ces deux personnages-là. À moins que tu le fasses crever, ton perso. Là, effectivement, tu te dis... Voilà, mais sinon... J'ai shippé les mauvaises personnes parce que j'espérais que ça se finisse quand même pour ces deux personnes-là, et en fait non. Enfin, que ça se finisse bien, du coup, pour ces deux personnes-là. Et en fait... Non, en fait, c'est pas le cas. Après, il y a une phrase qui m'a beaucoup trigger. C'est une citation, hein. Je vous le mets dans l'avis lecture, c'est une citation que j'ai pris du bouquin. Si tu me le prêtes pendant une journée, il est question de Casta, si tu me le prêtes pendant une journée, c'est un être humain, bordel. C'est pour ça que je vous dis l'esclavage, t'as pas à prêter quelqu'un en fait, c'est quoi le délire? Ouais, vas-y, tu me prêtes ton esclave, je lui fais faire ma bouffe et puis après je te le rends. Mais c'est quoi en fait? Mais pas du tout, pas du tout! J'aurais bien aimé dans d'autres circonstances tout ce qui est manipulation politique, chantage, etc. Mais pas comme ça en fait, c'est pas... Oh, c'est malaisant, ça me passionnait pas du tout quoi. Le côté enemies to lovers, oh, bon la scène intime c'est pas détaillé, c'est pas trigger du tout, j'ai pu la lire sans problème, il y avait pas de souci. J'étais quand même en mode bon allez on passe au reste, ça fait une page, même pas, franchement c'est pas gênant. Donc allez-y les yeux fermés si vous avez envie de lire cette trilogie, le spice c'est pas du tout... c'est 0,5 sur 5 en termes de spice quoi, voilà. C'est facile à esquiver parce que si t'as pas envie, tu vois clairement la zone de blanc entre la zone de cul, entre la zone intime, la scène intime et la scène d'après, il y a clairement un espace blanc. Donc si tu veux le sauter, tu sais à quoi ça termine quoi. Enfin voilà, je veux dire, tu lis les 3 derniers mots de la phrase, t'as compris. Donc c'est bon. Mais c'est vrai que pour moi, les arguments... Enfin, les arguments qui vont dans tous les sens, hein, peu importe, c'est pas les arguments enemies to lovers, c'est tous les arguments de manière générale, me semblent complexes, nombreux et pas... j'ai mis insensé, parce que rien n'a de sens. Ouais, parce que parfois je me dis, mais... Quoi? C'est ça ton argument? Mais pas du tout. Enfin, genre, tu déconnes? Enfin bon, bref, voilà. Donc, il est bien, la magie reste omniprésente, et ça, j'ai beaucoup apprécié l'univers de cette saga, mais c'est le moins bon de la trilogie, parce que j'étais un peu en mode... What the hell, bro? Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc le 1, en fait, dans ma hiérarchie, je pense que je mettrai le 2 en premier. Le 2 est vraiment ouf. Le 1 et le 3. Le 3, c'est pour te donner une conclusion à la saga. Je me suis fait chier, mais bon. Mais sinon, dans le 3, c'est ce que vous avez pu voir sur mon... Je vérifie aussi parce que j'ai mon téléphone là. Oui, c'est bon. Je vous l'ai mis aussi. J'ai fait partie du gang de Nathalie Mahé pour la promotion du tome 3. Je m'attendais vraiment à avoir un truc aussi ouf que le 2, ça n'a pas été le cas, mais c'est pas grave. C'est pas parce que j'ai fait partie de la publicité et des influenceurs qui ont fait la pub de ce bouquin-là que j'ai pas le droit de dire qu'au final il m'a déçu. Enfin, c'est pour ça que mon avis lecture, je fais toujours en sorte qu'il soit les plus honnêtes possible. J'aime pas mentir, ça sert à rien. Si je trouve que j'ai pas aimé un truc, je dis je l'ai pas aimé en fait. C'est pas parce que t'as... Alors c'était pas un service presse, du coup je l'ai acheté. Bon, j'ai eu des goodies en lien avec le bouquin. Mais il y a eu des bouquins que j'ai déjà reçus en service presse où j'ai clairement dit à l'auteur, je peux pas faire d'avis lecture sur votre bouquin, c'est illisible, c'est pas possible en fait. Je voulais pas être méchante en disant que c'était du PQ son truc, mais je me suis dit, je peux pas le lire, c'est pas possible, c'est incohérent, c'est mal écrit, il y a des fautes partout, c'est pas possible en fait. Et il y a des bouquins que j'ai reçus en service presse, que j'ai trouvé vraiment très bien, mais je n'ai pas exagéré quand j'ai dit que c'était vraiment très bien, j'ai pesé mes mots. Donc voilà, ça dépend de plein de choses, mais
Pour moi, c'est pas parce que tu reçois un service presse ou parce que t'as fait partie de la campagne de publicité d'un roman que forcément t'es impartial sur le truc et que forcément tu trouves que c'est trop bien même si tu trouves que c'est de la merde. Non, si tu dis que c'est nul, c'est nul. C'est pas parce que c'est un service presse que tu dois mentir. Parce qu'à un moment donné, le but d'être influenceuse en littérature, c'est que tu influences les gens à lire des choses qui pourraient correspondre à ce qu'ils aiment, etc. T'en dis le maximum, mais en même temps le minimum pour pas trop spoiler, mais suffisamment pour donner envie, ou pour débattre, ou pour donner son avis, etc. Mais le fait de mentir, ça influence pas dans le bon sens en fait. Parce que tu donnes envie à des gens de le lire. Mais si tu donnes envie à des gens de le lire alors que toi-même t'as pas aimé, ça sert à quoi? Enfin je veux dire, bon bref. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas honte de vous dire que le tome 3, c'était pas mon kiff. Et le dernier livre de cet avis lecture, bon je le mets parce que je me vois pas parler de tous mes bouquins que j'ai lus cette année sauf de celui-là, parce que sinon c'est le cas, hein. Et ben c'est Mon printemps cosy de Caroline Millet, donc Caro from Woodland, donc vous avez le petit résumé derrière, comme ça, magnifique. Donc je vous ai montré quelques images dans le haul, je vous ai montré aussi quelques images dans mon réel sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, c'est un must-have. J'ai automne, j'ai mon automne cosy, et j'ai mon hiver cosy aussi, donc j'ai les trois. Par contre ce que je disais dans le haul, c'est que je sais pas forcément si mon été cosy ça paraîtra, parce que pour moi un été c'est pas cosy, c'est chiant, il fait trop chaud, t'as tout le monde qui est à poil dehors, c'est relou. Non mais voilà, je le pense en fait. Il fait trop chaud, c'est chiant, c'est chiant. Alors attendez, le résumé, j'ai besoin de vous le dire ou pas? C'est un petit livre sur le printemps. Donc c'est un livre cocooning surtout qui va vous faire vous mettre dans l'ambiance du printemps quoi, voilà, pour kiffer la saison. Et je vous avoue que depuis que j'ai acheté mon automne cosy, et ben j'ai voulu acheter mon... Oh non, j'ai acheté mon automne et mon hiver cosy en même temps. Mon printemps cosy, je m'attendais pas à l'acheter, mais quand j'ai lu mon automne et mon hiver cosy, je me suis dit, ma vie, elle est bien plus en lien avec les saisons, et je trouve ça ultra kiffant de suivre les saisons de l'année. Parce que t'as vraiment l'impression de vivre avec la nature, de vivre avec le monde qui t'entoure, etc. Enfin, t'as vraiment l'impression de ne faire qu'un avec la nature et avec le monde, avec la terre, quoi. Qui nous a donné naissance. Chacun a son avis là-dessus. Mais ouais, je me sentais bien, en fait, de pouvoir faire ma vie en fonction des saisons, de célébrer le passage du temps, les températures, pas le chaud, parce que le chaud je déteste, mais juste le fait d'apprécier le monde pour ce qu'il est. Et avec des livres comme ça, je peux vous dire que vous vous mettez très facilement dans l'ambiance du printemps. Après, c'est vrai que le printemps, ça a de plus en plus le visage d'un petit été, quoi. Alors pas forcément en ce moment parce qu'il a beaucoup plu, heureusement, moi j'adore quand il pleut. Et c'est vrai que je me dis tant mieux, parce que là les températures ça commence à remonter et ça commence à me faire chier, clairement, donc voilà. Parce que l'été devient toujours plus enviable. Et quand les gens disent « Ouais, j'adore l'été », tu te souviens pas qu'il y a eu 45 degrés l'année dernière ou... Non mais il y a des gens qui en meurent en fait. Comment tu peux dire que l'été t'aimes ça? Enfin bon. Ok. Donc j'ai peur maintenant quand arrive le printemps. Mais grâce à Caroline, je peux vous dire que le printemps, j'ai kiffé cette année. Enfin, je kiffe cette année. Parce que, elle a une façon de dire les choses qui est juste magnifique, des dessins formidables. Et puis elle rappelle, ça je l'ai mis dans mon avis lecture, que cette saison symbolise la renaissance et que sans hiver ni automne, ça serait moins agréable et il n'y aurait pas de printemps, il n'y aurait pas... Enfin en fait, le passage des saisons, il y a une vraie logique. C'est pas trop long, c'est pas trop court. Enfin, je trouve que l'automne n'est pas assez long, ça c'est vrai. Mais c'est pas trop court non plus, enfin sauf l'automne encore une fois. Mais c'est pas... Enfin tout arrive à point nommé en fait, donc c'est très très joli. Donc c'est une ode à notre nature chérie, aux fleurs au chocolat. Au chocolat. Au dessert trop bon, toujours une bonne excuse, mais ça c'est vrai que les recettes qu'elle fait là-dedans c'est incroyable. Donc il se divise en 3 parties. Vous avez la première partie, c'est dans la maison, donc le printemps chez vous, les recettes et à l'extérieur. Oh là là, j'ai mis fêter les saisons, c'est célébrer la beauté simple de la vie. Oh j'avoue, c'est trop bien. L'herbe... Ah ouais, l'odeur. Alors je sais pas si vous ressentez la même chose que moi, donc là c'est bon, j'ai fini. Mais quand c'est le printemps, il y a des odeurs dehors qui sont quand même hyper agréables. Mais agréables de fou en fait. Et donc l'herbe coupée, la pluie quand ça vient juste de pleuvoir, l'odeur des fleurs quand vous passez à côté. Oh mais c'est... Oh, j'adore, j'adore. Enfin bref.
Voilà, je pense que c'était tout pour cet avis lecture. Vous voyez, le temps que j'ai passé à faire cette vidéo, il n'y avait que 5 bouquins. Je pense qu'effectivement, un avis lecture mensuel, ce serait peut-être pas... je pense qu'il faudrait y penser, parce que là, 50 minutes... Bon après, il y en a de plus en plus parmi vous. On est de plus en plus nombreux, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vais prendre quelques minutes pour vous remercier d'être aussi nombreux. J'ai pris une centaine d'abonnés en 7 jours. C'est incroyable. Mais vraiment, genre, je vous aime. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et notamment, dans mes commentaires, il y en a qui me disent « Ah, mais si tes vidéos sont tout aussi longues que ça, il n'y a pas de problème en fait. » Et c'était au sujet de ma vidéo coloriage avec tout mon matériel. Elle a plus de 3000 vues. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Alors que je pensais dire que des conneries, bah comme aujourd'hui quoi en fait. Hein. Et au final, je vois qu'elle a beaucoup plu alors qu'elle fait 1h20. Et il y en a qui m'ont dit, mais tu sais, si tes vidéos elles font tout ce temps-là, il n'y a pas de problème en fait, on les regardera avec plaisir. Et je me dis, mais what? C'est trop cool! Donc du coup, je me dis, bon, j'ai fait un certain temps aujourd'hui, j'ai fait plus de 45 minutes. Je dis 45 minutes parce que je vais faire quelques cuts, je pense. J'espère qu'elle durera un petit peu moins, mais bon, peut-être pas, je pense pas. Mais du coup, ouais, je suis contente de... Enfin, je regrette pas de trop parler et de trop expliquer ce que je pense. Parce que 2200 caractères, vous voyez, en 50 minutes, enfin là ça fait 52 minutes précisément, c'est pas possible de résumer ça en 2200 caractères sur Instagram en fait, non. Après, c'est vrai que je pourrais faire un article de blog, mais je sais pas, je trouve que c'est un petit peu has-been les blogs et que ça tombe un petit peu dans l'oubli. Je sais pas, peut-être que je dis une grosse bêtise, hein. Mais c'est plus les portfolios, les pages de présentation, les sites internet de vente, Shopify, Etsy, etc. qui sont... c'est pas des blogs, mais c'est des sites, enfin c'est des sites référencés, donc c'est à peu près la même chose, mais c'est à peu près le même fonctionnement, mais c'est vrai que les blogs, je sais pas trop. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si un de ces bouquins vous intéresse, vous parle, si vous les avez déjà lus. N'hésitez pas à me donner votre avis, même s'il est contraire au mien. Au contraire, je veux savoir ce que vous pensez de ce que j'ai dit aujourd'hui. Et puis de ce que vous pensez des bouquins dont je vous ai parlé aujourd'hui surtout. Donc n'hésitez pas à me suivre. J'ai plus de voix du tout, je suis complètement bousillée là. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, YouTube et Spotify en fonction de la plateforme sur laquelle vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, c'est quoi le dernier? Et à commenter bien évidemment. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien portez-vous bien. Bisous.